Salut Booktube, nous revoilà pour une petite vidéo consacrée cette fois-ci au phénomène Heartstopper. Alors je vous l'annonce tout de suite, le but de cette vidéo, ça va vraiment être de comparer les romans graphiques avec la série. Il faut savoir que moi j'ai découvert d'abord la série qui m'avait été vivement conseillée, même avant qu'elle ne sorte par une de mes meilleures amies qui m'a dit directement il faudra que tu regardes absolument quand elle sortira. J'ai adoré les romans graphiques, elle m'en avait déjà beaucoup parlé, etc. Et donc, j'avais décidé de évidemment suivre son conseil et de plonger. Je suis tombée amoureuse de cette série, je l'ai binge-watchée et puis je l'ai encore regardée. Alors peut-être le petit défaut que j'ai eu à ce moment-là, c'était de la regarder en français, alors qu'elle est beaucoup mieux en anglais avec leur voix originale et leur accent très british. Ça, c'est vraiment un délice de les écouter. Mais en tout cas, après ça, eh bien, j'ai pas hésité une seule seconde. Je suis partie chercher les livres en boutique. Il fallait absolument que je me les procure et que je les lise. Ce qu'il faut savoir, donc, encore une fois, c'est que ce sont des romans graphiques. Ça veut dire que ça va extrêmement vite à lire. Franchement, je pense qu'en une petite heure, c'est plié. Et ils sont très, très chouettes. Et franchement, les dessins sont d'une candeur incroyable. C'est magnifique et c'est surtout très, très bien adapté. Même s'il y aura des petites différences, donc que je vais vous présenter. Quand j'ai ouvert le tome 1 de Heartstopper, je ne m'attendais vraiment pas à reconnaître aussi bien les personnages dans ceux que j'avais vus à la télé. Alors je sais que d'habitude on dit que c'est l'inverse, et d'ailleurs c'est le cas, c'est l'inverse. Et moi quand j'ai vraiment vu les illustrations, je me suis dit, oh, c'est affolant, ils ont trop bien été castés en fait. Vraiment, c'est un casting incroyable. Je pense qu'il n'aurait pas pu choisir de meilleur acteur pour Nick et Charlie. À savoir, il me semble que Charlie n'était pas acteur au départ. Mais vraiment, il remplit très très bien le job, je trouve. Et quant aux autres personnages, vraiment, même chose, ils sont super bien choisis. Mais Nick et Charlie, c'est le top du top. Mais avant tout, Heartstopper, c'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est Nick et Charlie qui se retrouvent au même cours, alors qu'il y a un an de différence entre eux, donc ils sont pas au même niveau scolaire. Mais il y a une sorte de projet qui fait qu'ils se retrouvent dans la même classe et qu'ils sont répartis par duo et donc attribués l'un à l'autre. Ils vont donc apprendre à faire connaissance, alors qu'a priori, ce ne sont pas du tout des garçons qui sont faits pour se fréquenter, si on s'en tient aux stéréotypes de l'école. Nick, c'est plutôt le garçon populaire, il joue au rugby, il est vraiment entouré des gars dits cool de l'école, mais qui en vérité ne le sont pas tellement, puisqu'il y en a beaucoup d'entre eux qui se sont moqués justement de Charlie l'an dernier lorsqu'il a fait son coming out, et donc il a été un petit peu coming out un peu forcé, et qu'il a été contraint d'annoncer son homosexualité. Charlie, lui, c'est un garçon beaucoup plus réservé, qui cherche pas d'histoire, qui vit un petit peu dans son monde. Il adore la musique, la batterie, il traîne avec ses copains et franchement, il demande pas grand-chose. Juste, eh ben, c'est un petit romantique, il aimerait bien tomber amoureux. Et qu'est-ce qu'il recherche? Eh bien, il recherche un garçon, en tout cas, qui serait au moins plus grand que lui, puisqu'il s'est dit qu'il devait voir ses critères à la baisse. Il faut savoir que Charlie n'a pas une très grande estime de lui. Cette rencontre va totalement bouleverser Nick puisqu'il va apprendre à connaître quelqu'un d'autre en dehors donc de son groupe de copains habituels, quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes passions que lui et finalement qui va lui apprendre aussi beaucoup de choses sur lui-même. Ça va être une véritable révélation parce qu'il va réaliser que Charlie, eh bien, l'attire énormément, peut-être même plus qu'en tant qu'ami. Très clairement, dans les Heartstopper, il se passe pas grand chose. On suit vraiment les aventures d'un petit couple qui est en train de se former. Mais il y a des thématiques à aborder vraiment très importantes pour l'adolescence, puisqu'on est en pleine recherche de l'orientation sexuelle, que ce soit en termes d'homosexualité, mais on va parler aussi dans la saison 2 d'asexualité, d'aromantisme. Ça va être aussi l'occasion d'exploiter un petit peu tout ce qui est troubles alimentaires notamment, manque de confiance en soi, d'estime de soi. Et donc en fait, tous ces termes qui vont être abordés à travers aussi l'homophobie, etc., va permettre finalement d'exploiter tous des petits drames
qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, mais de façon ultra légère parce que ça reste Heartstopper et qu'il y a une sorte de douceur et de candeur dans cet univers. Parce que si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, cette série, ou en tout cas cette saga littéraire, enchaîne drama sur drama. Mais vraiment, il y a toujours cette légèreté dans les images, dans les couleurs qui sont choisies. Il y a vraiment un travail très bien fait à ce niveau-là, qui va rendre cet aspect un petit peu graphique de ce roman. Ça va vraiment être très bien traduit dedans et ça va nous amener une sorte de douceur à travers les différentes scènes ou les différents passages du livre. J'ai abordé pas mal de personnages dans cette vidéo et je me dis que peut-être qu'un petite remise à niveau sur eux serait pas mal pour que vous me compreniez et que vous me suiviez bien pendant cette vidéo. Donc je vais essayer d'être concise pour tous les présenter assez rapidement. On a Charlie Spring, donc, qui est un de nos protagonistes principaux, qui a 15 ans, qui joue de la batterie, qui est un petit intello quand même, et qui est assez introverti. Ensuite, on a Nick Nelson, qui est donc l'autre protagoniste principal, qui a 17 ans en réalité, j'ai vérifié dans le livre, et qui, lui, eh bien, est plutôt le beau gosse sportif qui joue au rugby et qui vit un peu sans prise de tête, en tout cas en apparence. On retrouve également Victoria Spring, donc on appelle Tori, qui est la grande sœur de Charlie, qui est très protectrice envers lui et qui est un personnage finalement très effacé par rapport au tout ce qui est côté sociable, etc. Personnage assez solitaire, mais qu'on adore parce que vraiment, elle prend bien soin de son frère. Elle est toujours là pour lui. Je vous fais vite fait la famille de Nick. Donc on a sa maman, Sarah Nelson, je vérifie en même temps pour pas vous dire de bêtises. Son frère qui est David Nelson, qui lui n'est pas très apprécié. Et on a le papa, donc Stéphane Fournier, qui est, je le rappelle, français. Dans la famille de Nick, j'ai oublié de vous citer Nelly le chien, qui est un personnage très important dans les Heartstopper. Ensuite, on a donc du côté de la famille de Charlie, on a Jane Spring, sa maman, qui est un petit peu plus sévère. Son papa, Julio Spring. Et donc dans le livre, il y a le petit frère Oliver, dont je reparlerai par la suite. Alors si on focus maintenant un petit peu sur les amis, on a un des meilleurs amis de Charlie, donc qui est Tao. Tao qui est donc ce personnage protecteur envers lui qui est toujours là. On a Aled ou Isaac selon qu'on lise ou qu'on regarde la série. On a également elle qui je pense en fait en français c'est Ella, hein. Je dis tout le temps elle même parce que je l'ai regardé ici récemment en anglais. Donc Ella en français qui est donc un personnage qui est transsexuel. Et c'est assez intéressant parce elle est cool, elle a 16 ans et elle a un bon sens de la mode et tout. On a ensuite Tara Jones et Darcy Olson qui sont en couple. Donc elles vont faire aussi leur coming out officiel dans la saison 1 et dans le tome 1 tout simplement de Heartstopper. Elles sont chouettes. Darcy c'est un personnage très extraverti tandis que Tara a un petit peu plus de doute par rapport à toutes ses découvertes sur elle-même. Il y a également le personnage d'Imogen qui normalement n'est pas présent dans le livre mais qui a été dessiné pour l'occasion et qui finalement a un rôle plus ou moins important dans les 2 saisons. Viennent donc ensuite les méchants. On a donc Harry et Ben. Donc Harry qui lui est vraiment complètement stupide, homophobe, il comprend rien à la vie. Et Ben qui lui a des allures aussi homophobes, mais qui en réalité est amoureux de Charlie depuis le tout début. Je pense même que ça commence là-dessus à peu près. Et donc Ben qui, malgré ce qu'il dit, malgré le fait qu'il le nie, est l'ancien petit ami de Charlie. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur eux dans ce comparatif, mais ils sont également présents et ont tout à fait totalement le même rôle dans le livre et dans la série. Ce sont les 2 professeurs donc, qui vont accompagner le groupe scolaire à Paris, qui sont déjà là donc, dans la saison 1, mais
Voilà, il y en a un, en tout cas, il est déjà là dans la saison 1 et ils vont accompagner donc tout ce groupe scolaire et avoir eux aussi leur love story ensemble et donc c'est exactement pareil. Alors, je vous propose de ne plus vous faire attendre et de se lancer sur les différences et ressemblances qu'il y a entre le livre et la série. Alors en ce qui concerne les personnages qui sont présents dans la série mais pas dans le livre, je vais commencer par vous présenter le personnage d'Imogène. Alors Imogène, elle, en fait, elle a vraiment aucune existence dans le livre, mais je trouve que dans la saison 2, elle apporte une certaine épaisseur à l'histoire. En fait, Imogen, c'est le personnage qui nous énerve un petit peu dans la saison 1 parce que c'est une complication dans l'histoire par rapport à la love story entre Nick et Charlie, puisque elle-même est attirée par Nick et il va y avoir tout un quiproquo par rapport à ça, donc encore une fois qui n'est pas présent dans le livre. Et finalement, c'est un personnage qui nous apporte aussi un petit peu de maladresse, notamment avec cette petite phrase du style «Ouais, je suis totalement de votre côté les filles», lorsqu'elle va aborder le groupe de lesbiennes de son école. On va la regarder un petit peu, mais qu'est-ce que tu I'm not like racontes? homophobic. I'm an ally. Congratulations. We thank you for your service. Mais en fait, finalement, ce personnage d'Imogène, bah, il apporte un petit côté humain et réel à tout ça, à ce groupe de copains, puisque bah, à cet âge-là, c'est quand même peut-être difficile d'appréhender toutes ces découvertes. Elle va également apporter cette note de tristesse, puisqu'à un petit moment, je pense que c'est en saison 2, on a un petit peu mal au cœur pour elle, de se dire que bah, finalement, elle tombe toujours sur des garçons bah, qui ne sont a priori pas attirés par elle. Et finalement, elle se révèle dans une image de force quand elle s'affirme et qu'elle dit clairement, encore une fois dans la saison 2 à Ben, que ben, en fait, elle n'a pas besoin de lui, que voilà, enfin elle s'affirme, elle le retourne un petit peu comme ça devant tout le monde en l'humiliant, mais en montrant que mince, c'est pas une idiote et qu'il faut pas se moquer d'elle, même si elle a l'air un petit peu candide comme ça. Donc moi, je trouve que le personnage d'Imogène, finalement, c'est une force à la série et c'est un bon ajout. Alors, autre personnage qui a été ajouté, c'est le personnage d'Isaac. Isaac, en fait, il a un autre qui lui correspond un petit peu dans le livre, qui pourrait être Aled. Mais c'est un personnage qui est très transparent dans le livre, je trouve. Et Isaac est également très transparent dans la première saison. Donc, je reviendrai plus tard sur le personnage d'Aled pour vous expliquer un petit peu qui c'est dans les livres et pourquoi il n'est pas là dans la série selon moi, évidemment. Mais revenons à Isaac. Donc Isaac, dans la saison 1, il est un petit peu là en fond. Il sourit, il est bien gentil, il lit ses bouquins, ça apporte un petit peu d'humour, mais quelque part, moi, je le trouvais un petit peu triste, ce personnage. Parce que finalement, on dirait qu'il ne vit pas l'action avec les autres, qu'il ne vit même pas le moment présent avec les autres. Et je me disais que c'est un peu triste, finalement, pour lui de se retrouver dans ce groupe d'amis où ils sont tous un petit peu exubérants, exaltés, etc. Et lui d'être là en retrait, à se demander, en fait, est-ce que ce personnage, il a juste envie d'être là ou pas? Donc ça, c'était un petit peu mon interrogation par rapport à la saison 1. Cependant, Isaac, il a une évolution très intéressante puisqu'on se sert de lui dans la saison 2 pour amener ces concepts d'aromantisme et d'asexualité. Donc Isaac, pour rappel, se fait un petit peu draguer par un autre personnage, par James, si je ne dis pas de bêtises. Et le personnage de James va se retrouver un peu pris au dépourvu quand il va l'embrasser, puisque Isaac ne va pas avoir la réaction escomptée. En fait, Isaac va réaliser que s'il est un petit peu dans son monde comme ça, et si finalement il s'intéresse a priori à personne, c'est pas qu'il a un problème, non, mais c'est qu'il a une orientation différente, et que lui, en fait, il n'est pas juste pas attiré par tout ça, que ce soit homme, femme, peu importe. Il ressent pas ça. Et je trouve que c'est assez intéressant, ce personnage, puisque on parle pas assez d'aromantisme dans la société, alors qu'il y a des personnes évidemment qui la vivent et ou le vivent, je sais pas trop comment on dit. Et en fait, même les adolescents sont pas vraiment au courant de ça. Et quand les professeurs en parlent, donc à savoir que moi je suis enseignante, quand les professeurs en parlent, oui, ça entre un peu dans une oreille, ça ressort par l'autre. Et si c'est un professeur qui le dit, parfois,
ouais, bah, allez, elle est vieille, elle sait pas ce qu'elle raconte. Mais je trouve qu'en parler dans une série, justement, c'est assez intéressant parce que ça permet de se dire: «Ah mais en fait, ça existe vraiment ce truc» et finalement que ces personnes-là, qui peut-être vivent ça aussi, se sentent pas totalement isolées ou seules, mais réalisent que, beh, oui, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui doit pas, les inquiéter, plus que ça, en tout cas. Maintenant, je vais parler un tout petit peu du père de Nick qui, en fait, n'a pas la même présence, dans le livre que dans la série. Donc c'est-à-dire que dans le livre, il ne vient même pas à la rencontre de Nick, à Paris et donc il lui dit, au téléphone: «Non, on ne pourra pas se voir, c'est pas possible» et donc il se retrouve effectivement, comme dans la série, au repas de famille qui a lieu, à la fin. Pour ma part, je trouve que c'est pas une mauvaise idée de les avoir déjà fait se rencontrer à Paris parce que, voir les personnages en face à face a accentué un petit peu le malaise de Nick. Enfin, on voit le jeu d'acteur là-dessus, où il y a vraiment une tristesse par rapport à cette relation avec son père qui est installée, dès ce moment-là et qui peut-être ressort un tout petit peu moins dans les livres pour le coup, puisqu'il a juste le coup de téléphone et que voilà, il raccroche, il dit: «Oh, ben ça sera pas possible de voir mon père». Ici, c'est un peu différent du coup, il y a toute cette visualisation qu'on peut se faire et donc se rendre compte que finalement, sous ses airs parfaits, Nick n'a pas une vie si parfaite que ça non plus. Alors, je vous ai parlé des personnages qui sont présents dans la série et pas dans le livre. On va faire l'inverse maintenant, les personnages qui sont présents dans le livre et pas dans la série. On va commencer avec le personnage d'Oliver. Alors Oli, c'est le petit frère de Charlie, donc je rappelle bien, aucune existence dans la série. Et très franchement, je comprends pourquoi, parce qu'il n'apporte pas grand-chose dans le livre. Vraiment, autant Tori, sa grande sœur, a une place fort importante dans les deux, que ce soit livre ou série, et là même, d'ailleurs, c'est assez bien représenté. Autant Oliver, à part venir de temps en temps avec Nick et Charlie ou demander à Charlie s'il est amoureux ou ce genre de petites choses. Finalement, non, il apporte rien, et voilà, le seule petite chose, c'est qu'on peut voir que Nick crée un lien vraiment avec les frères, enfin avec son petit frère. Mais pour moi, ça aurait pu être, ouais, un frein dans le rythme de l'histoire. Donc je suis totalement, OK avec, ce choix, scénaristique. Alors, je vous en avais parlé tout à l'heure, on retrouve le personnage de Haled qui est en fait qui remplacerait Isaac quelque part dans l'histoire. Mais Haled est un personnage assez transparent aussi, finalement, un peu comme Isaac dans la saison 1. Seulement, Haled, après, avoue à Charlie, je pense, dans le tome 2, que il a un petit copain et que lui aussi est homosexuel, etc. Mais franchement, à part un peu cette révélation, moi, c'est pour vous dire que le personnage d'Aled, je l'avais un petit peu oublié. Donc il est vraiment, trop transparent et finalement, la façon dont ils ont exploité le personnage d'Isaac dans la saison 2 est plus intéressante que d'avoir ce personnage, d'Aled. Je vais vous parler à présent d'un personnage qui est là aussi bien dans le livre que dans la série, mais qui n'a pas du tout le même rôle. À savoir que le personnage donc de James a un plus grand rôle dans la série que dans le livre. Donc dans le livre, il est également présent et il n'apparaît que lorsqu'il y a le fameux jeu de la bouteille où il doit embrasser Charlie. Et à ce moment-là, James explique clairement qu'il n'est pas gay, mais que ça lui dérange pas d'embrasser Charlie et donc que c'est un personnage assez ouvert d'esprit. Dans la série, en revanche, on lui donne un plus grand rôle puisque, eh bien, il est un petit peu mêlé finalement au quiproquo du fameux suçon retrouvé dans le cou de Charlie puisque c'est l'autre seul, on va dire, l'autre seule personne qui se revendique également ouvertement gay dans ce groupe qui part à Paris. Et finalement, il va se retrouver un petit peu mêlé à tout ça malgré lui, alors que lui va cultiver plutôt des sentiments ou en tout cas une attirance pour le personnage d'Isaac et c'est lui qui va aider à révéler le fait qu'Isaac est aromantique. Donc vraiment, il a un beaucoup plus grand rôle dans la série, que dans le livre, alors que dans le livre, comme je vous l'ai dit, il n'apparaît que lors d'un très court passage, le passage du jeu de la bouteille. Donc voilà, je pense qu'il était, pas mal, pour ajouter un petit peu finalement un petit peu de relief à cette histoire.
Alors maintenant, on va se concentrer sur ce qui est différent dans la série ou a été modifié ou n'existe pas, tout simplement. Alors, premier point que j'ai quand même vérifié, c'est la façon dont Tao apprend pour Nick et Charlie. Donc, Tao l'apprend dans la série dans la saison 1. Et il est très vexé parce que c'est elle qui lui apprend. Et donc, bah voilà, il se dit, oh, pourquoi il me l'a pas dit, il m'a pas fait confiance, etc., etc. Et donc, le fait que ce soit elle qui lui avoue a une grosse incidence sur leur relation d'amitié, puisqu'il en veut à Charlie énormément. D'ailleurs, c'est un moment où Charlie est très replié sur lui-même. Et donc, ça fait quand même tout un petit bazar où Charlie se sent très isolé par rapport à tout ça. Ça crée toute une histoire. Le fait qu'il y ait donc elle qui se mêle un petit peu de ça, enfin qui lui révèle, elle se met pas vraiment, mais qui lui révèle ça. Dans le livre, c'est pas du tout comme ça qu'il apprend. Alors Tao l'apprend bien plus tard, il l'apprend à Paris. Et finalement, il y a toute une conversation où Tao va se rendre compte que si Charlie lui a pas fait confiance, en fait, c'est de sa faute à lui, parce que c'est lui qui avait parlé un petit peu trop fort du coming out de Charlie, et donc que toute l'école avait su ça et avait fini par harceler Charlie à cause de lui, à cause de Tao. Et donc il s'excuse un petit peu et se dit bah, je comprends que tu m'aies pas confié ça puisque je suis une balance, etc. etc. Donc là, c'est une grosse remise en question de Tao, alors que dans la série, c'est vraiment Tao qui est un petit peu vénère sur Charlie. Donc c'est assez marrant cette différence-là. Et vraiment, il y a une grosse conversation à cœur ouvert dans le livre où il lui pardonne directement, il lui fait mais non, c'est pas grave. Enfin voilà. Alors que, bah, encore une fois, dans la série, pas du tout, ça tourne pas du tout de la même façon, même s'il y a bien finalement cette discussion à cœur ouvert à la fin de la saison 1, il me semble. Alors, un autre point, toujours sur Tao, mais cette fois-ci dans sa relation avec Nick, je pense que dans la bande dessinée, enfin dans le roman plutôt, le roman graphique, ils ne sont pas aussi froids l'un envers l'autre que dans la série. Dans la série, il y a vraiment Tao qui est surprotecteur avec Charlie et qui va tout le temps être un peu défensif et qui va nourrir des sentiments un peu froids, parfois même belliqueux envers Nick. Alors qu'ici, c'est pas le cas dans le livre, en tout cas pas autant, ça ressort pas de cette façon. Donc ça, c'est aussi un point qui est un peu plus particulier et qui, je trouve, n'apporte pas grand-chose dans la série. Je pense même qu'on pourrait se demander si finalement, à un moment, Tao, il a pas des sentiments pour Charlie, en tout cas dans la saison 1, on pourrait se poser un petit peu la question au départ, parce qu'il défend vraiment sa position de meilleur ami avec force. Alors quand on compare les livres à la série, on remarque que la saison 2 se concentre énormément sur le voyage à Paris et puis un petit peu sur l'après, sur la scolarité, etc. Et on en arrive directement au repas de famille où il y a tout le monde qui est réuni et où, je rappelle, c'est un petit peu le bazar et la discorde. Eh bien, il faut savoir que du coup, cette saison 2 passe presque la totalité du tome 4 en fait. Donc à savoir bien que la saison 2 regroupe tome 3 et tome 4. Et donc c'est un petit peu surprenant parce qu'on arrive directement à dispute en sautant plein de choses, plein de passages qui sont importants et notamment on abordait beaucoup les problèmes de Charlie dans ce tome 4. Et ici, ben, finalement, ils sont un petit peu survolés puisque ça se termine sur l'annonce de Charlie. L'annonce où il va révéler qu'en fait, effectivement, il a des soucis. Alors que normalement, tout ce tome 4 est censé être un travail sur lui-même. Donc je pense effectivement que la saison prochaine va se concentrer plutôt là-dessus, donc sur tout ce qui a été passé durant cette saison, tout ce qui a été passé de ce tome 4. Ce qui ressort quand même en revanche, c'est le fait qu'on voit que ses notes baissent, qu'il n'est pas trop à se concentrer là-dessus, et effectivement le gros problème des troubles alimentaires de Charlie. J'imagine donc que la saison 3 de la série traitera de ce qui n'a pas encore été exploité du tome 4, c'est-à-dire tout ce qui va ressortir de cette officialisation entre Nick et Charlie, et également tout ce qui va traiter des troubles alimentaires et peut-être d'autres choses aussi de Charlie. Alors maintenant, on va passer au point suivant, donc ce qui n'existe pas dans le livre, mais qui est en revanche présent dans la série.
dans la saison 1, on n'a pas ce fameux passage du tournoi sportif. Pourtant, dans la série, c'est quand même un grand moment parce que c'est là que Nick va prouver son attachement pour Charlie et va un petit peu tout traverser pour aller le chercher par la main. Et lui dire, bah si, en fait, je suis amoureux de toi, ou enfin, il le dit peut-être pas en ces termes, mais il dit, tu me plais bien, je veux que tu sois mon copain, etc. Well, and if you really want to break up, then I would respect your decision, but I want us to be together. Nick. You're my favorite person. Nick. I need you to believe me. Nick. Finalement, cette preuve, cette démonstration d'amour n'existe pas du tout dans le livre, et je trouve ça dommage parce que j'adore cette scène du tournoi. Vraiment, je trouve que c'est un gros plus à l'histoire. C'est clairement un grand moment de révélation pour Nick, puisqu'il va se rendre compte que déjà, il fait que chercher Charlie du regard, et qu'en plus, ben voilà, il ne veut pas se passer de lui. Donc voilà, un petit peu dommage qu'il n'y ait pas ce petit déclic comme ça, exploité de cette façon dans le livre. Alors la romance Tao et elle est bien présente dans le livre, effectivement, mais elle est beaucoup moins exploitée que dans la série. En fait, c'est vraiment une romance qui est en fond, qui va être montrée, il n'y a pas de souci, mais qui ne sera pas... ils n'auront pas vraiment de gros passages à eux deux, ça sera quelques cases vite fait, bien fait, alors que je trouve que dans la série, c'est assez bien développé, exploité. On penserait même au départ de la saison 2 que ce sont plutôt eux les personnages principaux à un certain moment. Alors que dans le livre, c'est pas tellement le cas. Encore une fois, on développe bien leur histoire, mais pas du tout aussi axé sur eux, aussi développé. Pour illustrer mes propos, je pense notamment à ce passage du Louvre où effectivement ils vont bien ensemble et ils s'embrassent là, mais ça ne prend que 3 ou 4 cases du roman graphique, alors que dans la série, je trouve que c'est quand même toute une scène qui est très très bien exploitée, qui est voilà, agrémentée d'émotions, etc. Et pour le coup, dans le livre, on n'a pas vraiment d'émotion par rapport à ce couple. Donc c'est assez chouette aussi de pouvoir finalement ne pas être centré que sur Nick et Charlie et de voir d'autres petites choses à côté. Je pense que ce qui marque le plus de différence finalement entre les deux, c'est relié au personnage de Ben. En fait, dans la saison 1 et dans le premier tome, Ben revient à la charge à la soirée qui est organisée par Harry. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette grande soirée dans un hôtel. D'ailleurs, Charlie fait un petit peu une blague en disant « Ah oui, il pourrait participer à l'émission Sweet 16, etc. » tellement c'est la soirée de riches. Et là, Ben donc aborde Charlie et Charlie le repousse et lui dit « C'est bon, arrête, fous-moi la paix ». Et en fait, à partir de ce moment-là, Ben disparaît complètement des livres. Il n'est plus du tout là, dans aucun tome, dans aucun passage. Alors qu'il a un rôle très très important dans la série. Dans la série, c'est un personnage qui a été extrêmement bien exploité. De une, parce qu'il fait naître quand même des petites rivalités, des petits moments de doute du côté de Nick, puisque Nick va quand même être jaloux de Ben et du fait qu'il essaie toujours d'approcher Charlie. Il va se montrer également un petit peu protecteur envers lui. Et donc ça va quand même créer un rebondissement, on va dire, supplémentaire dans la romance. What if I said I want Charlie back? Ensuite, je trouve qu'il y a quelque chose de très bien exploité autour de lui. C'est cette homophobie qu'il a alors qu'il est lui-même en fait homosexuel. Et donc cette homophobie qui ressort parce qu'en fait, c'est un personnage qui se déteste lui-même et qui va faire ressortir son homophobie envers Charlie et finalement être parfois un petit peu violent ou méchant envers lui, tout simplement parce qu'en fait, lui-même n'arrive pas à s'accepter. Quand il parle à Charlie, quand il est désagréable avec Charlie, quand il est violent avec Charlie, en fait, c'est envers lui-même qu'il l'est. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme façon finalement de développer ça. Parce qu'on a vraiment une contrepartie entre Nick qui accepte quand même assez bien ce qu'il est, en tout cas qui a zéro homophobie pour le coup, zéro problème d'acceptation, même s'il se remet beaucoup en question parce qu'il n'était pas conscient d'être bisexuel. Et ici,
en fait, on a le personnage de Ben qui lui, ben non, c'est pas tout rose de son côté. Lui, il a vraiment des difficultés à accepter ce qu'il est et peut-être parce qu'il y a une peur aussi vis-à-vis de son image, de sa famille, etc. Ce personnage, il a quand même une belle évolution puisque finalement, on montre qu'à la fin, il comprend un petit peu, qu'il grandit un petit peu par rapport à ça. Évidemment, ça n'excuse pas tout ce qu'il a fait à Charlie puisque Charlie a quand même de gros problèmes d'acceptation de lui-même à cause de Ben. Mais en tout cas, on voit que ce personnage a une évolution et je trouve ça intéressant aussi de ne pas le laisser coincer finalement dans son rôle de petite brute homophobe, mais juste de le faire évoluer, c'est quand même pas mal. Et moi j'ai bien aimé ce personnage, je trouve qu'il est très très intéressant en fait. Et finalement c'est dommage de ne pas l'avoir un petit peu plus dans le livre, mais ce que je comprends, enfin en tout cas dans la série, il est très... My parents would never accept who I really am. I'm sorry for everything. Alors on a le personnage de Darcy aussi qui est beaucoup plus exploité dans la série que dans le livre, puisque Darcy en montre également une autre forme pardon, de problème. Donc c'est sa mère qui est assez violente avec elle. En tout cas, je pense pas qu'on voit violente physiquement, mais on voit verbalement. Ça c'est certain. Et qui finalement est un personnage qui se montre assez cool aux yeux des autres, à la face du monde, mais qui en réalité est un personnage très torturé, qui ne s'assume pas dans son milieu familial, alors que elle est méga sûre d'elle et finalement de sa sexualité quand elle est devant tous les autres. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment passer de drama en drama, de révélation en révélation, de finalement découverte de son identité, de son orientation, etc. Et tout ça de manière tellement good vibes finalement que limite on ressort d'avoir regardé cette série avec la pêche et la bonne humeur, alors que pourtant on a été confronté à beaucoup d'éléments finalement difficiles, ouais, des choses, des sujets qui sont assez durs à traiter. Donc comme je vous l'ai dit, on a les mêmes good vibes, que ça soit dans le livre ou la série, on est vraiment dans le même... la même candeur, la même douceur de vivre. Alors on a quelque chose qui est assez hallucinant, c'est qu'on a parfois les mêmes plans à l'image et exactement les mêmes répliques dans le roman graphique que dans la série. Mais c'est vraiment, je vous jure, c'est bluffant comme c'est bien fait. Les personnages en fait se ressemblent tellement qu'en reprenant les mêmes plans, et comme je vous dis, les mêmes paroles ou les mêmes citations, les mêmes sourires, eh bien on pourrait pas faire la différence entre les deux. C'est vraiment tellement bien fait. C'est ce qui fait aussi que finalement, vous lisez le livre, vous regardez la série, vous n'avez pas l'impression de voir deux choses différentes. Et pourtant, je vous ai quand même cité pas mal de différences. Hi. 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 Tissue, Dee. My pen just... On a les caractères des personnages aussi qui sont vraiment exactement les mêmes. Donc encore une fois, je repars sur le casting, mais ils sont excessivement bien interprétés. Et on est vraiment face à des personnages qui n'ont absolument pas été dénaturés par l'adaptation en série. Donc ça, c'est un point fort, très très fort. C'est le fait d'avoir gardé finalement... que ce soit au niveau du fil conducteur, mais aussi au niveau de la cohérence des personnages, d'avoir gardé la même chose. Enfin, un dernier gros point commun dont j'aimerais vous parler, c'est de la bienveillance générale qu'il y a dans cet univers. Parce que même si on est face à des personnes très homophobes, très fermées d'esprit, ça n'en reste pas moins un univers pas mal gentil. Je vais comparer ça à une autre série, par exemple 13 Reasons Why. On n'est pas du tout dans le même délire d'homophobie ou de rejet de l'autre. Donc vraiment, ça reste quelque chose de très bienveillant et gentil dans la façon dont c'est exploité, même si
on parle vraiment des dramas qu'on peut vivre sans les cacher, sans les censurer. Mais en gros, les personnages sont quand même toujours assez gentils l'un envers l'autre, même s'ils sont méchants parfois. Je vais prendre l'exemple du personnage de Harry. On a vraiment une haine envers ce personnage, mais quelque part, il est vite recadré, on le met vite dehors, on sait s'en débarrasser facilement. Donc c'est un personnage qui nous embête, c'est un personnage qui est méchant, mais quelque part, on sait très très bien qu'il y a beaucoup plus vilain que lui dans la vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais m'arrêter ici pour le petit comparatif entre le roman graphique et l'adaptation en série de Heartstopper. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura été assez complète pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire pour dire peut-être que j'ai oublié des choses ou peut-être que vous aimeriez discuter d'autres. Donc vraiment, n'hésitez pas, j'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. Je vous remercie d'être resté avec moi pour cette vidéo. Je vous souhaite plein de good vibes et surtout, livrez-vous bien.